Alors voilà un sujet qui fait polémique. On a commencé à en parler depuis ce week-end et la polémique ne désenfle pas puisque le gérant du snack Seven Times situé à Vaux-en-Velin dans le Rhône va porter plainte contre le député RN Jérôme Buisson qu'il a accusé son établissement de pratiquer le séparatisme. Pourquoi? Puisqu'il y a une salle dédiée aux femmes. Alors effectivement, dans cet établissement, qui est le plus grand food court halal, il y a aussi une salle de prière, on ne vend pas d'alcool. Voilà. Et à chaque fois, chaque cas, le gérant se défend et dit mais non, mais on a le droit, d'avoir une salle pour les femmes, de ne pas vendre de l'alcool, d'avoir des produits halal. Voilà. La question qu'on vous pose ce matin, est-ce que pour vous c'est du séparatisme? Est-ce que c'est acceptable en France? Ou bien est-ce que c'est le premier pas vers la charia? D'abord, Gabriel Cluzel, je me tourne vers vous. La question, comment on en est arrivé là? Et après, à vous, Éric Tegner, je vous demanderai ce que dit la loi. Parce qu'on a l'impression quand même qu'à chaque pas, à chaque critique qu'on pourrait faire au gérant de ce fast-food, il dit oui, mais c'est autorisé par la loi. Donc, que dit précisément la loi? On voit ça avec vous. Alors, Gabriel, comment on en est arrivé là, aujourd'hui, en France, à se dire, restaurant par restaurant, fast-food par fast-food, oui, mais attendez, là, il y a peut-être quelque chose qui gêne. Écoutez, je crois que la clé, c'est le triptyque démographique, économique, idéologique. Démographique, parce que à partir du moment où vous faites venir des gens qui ont une culture différente, des mœurs différentes, il ne faut pas s'étonner s'ils viennent avec leurs mœurs, et quand ils sont nombreux, si leurs mœurs sont de plus en plus visibles dans l'espace public. Ça, c'est la première évidence, c'est mathématique. Un enfant de CM2 serait capable de le comprendre. Donc ça va aller croissant. C'est pas la peine de se rouler par terre. Si on ne change rien en matière migratoire, ça ira croissant, c'est absolument évident. Le deuxième, c'est économique. Le halal, c'est un marché. C'est un marché en pleine expansion, pour la raison d'ailleurs en France que l'on vient d'exprimer à l'instant. Et donc, si vous voulez, nous avons dans certains chez nous qui ont un capitalisme échevelé dans la tête, chez certains chefs d'entreprise, je pense à Quick, l'enseigne Quick par exemple, qui a été la première à faire du halal, cette idée que ça peut rapporter gros, et que tout ce qui rapporte gros, l'argent n'a pas d'odeur, est bienvenu. Donc ça, c'est évident. Et puis, il y a l'aspect, alors on peut dire idéologique, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens chez nous, qui montrent d'un grand aveuglement face à cette montée du halal, qui en fait a le même rôle. Il faut s'en rendre compte que le voile islamique, c'est une visibilité dans l'espace public. C'est ce que recommandent les frères musulmans, c'est-à-dire que plus le halal avance en France, plus il s'impose aux uns et aux autres. Parce que vous parlez de séparatisme, je ne sais pas enfin, c'est le mot. C'est vrai, convenu, il y avait la loi séparatiste, et moi, elle m'a semblé un peu euphémique, cette loi, et ce mot, un peu un euphémisme, parce que s'il s'agissait simplement de vivre séparés, s'il voulait juste vivre séparés, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, ces mœurs s'imposent à d'autres dans certains quartiers, dans certaines banlieues. C'est pas seulement de séparatisme dont il s'agit, c'est de conquête. Ces deux conquêtes, les propos de Gabriel Cluzel sur Europe 1. Dans un instant, j'ai offert écouter cette vidéo promotion de ce fast-food halal, et c'est la vidéo qui a fait polémique et qui montre effectivement cette salle réservée à 100% aux femmes. Alors rappelons les faits, c'est-à-dire que 100% une salle 100% réservée aux femmes. Deuxièmement, et l'absence de vente d'alcool. Troisièmement, un restaurant qui a une certification halal de l'établissement. Le gérant s'en défend. Quatrièmement, ils vendent un produit, alors qui s'appelle la mise en avant sur les réseaux d'un Palestine Cola. Alors le gérant dit là aussi que c'est rien à voir avec la religion. Et puis une salle de prière également à l'intérieur de cet établissement. Alors appelez-nous au standard d'Europe 1 pour savoir effectivement si selon vous c'est normal ou pas. Parce que quand moi j'entends Gabriel Cluzel, j'ai l'impression que c'est un petit puzzle comme ça. Et à chaque fois, sur une pièce du puzzle, on se dit mais non, mais tout va bien. Et personne ne met effectivement ce puzzle en perspective, avec de la hauteur. Et je vous garantis que dans 2 jours, plus personne n'en parle jusqu'à la prochaine affaire. Alors c'est incroyable. On marque une pause. Une pièce du puzzle. Excellent mot. Non mais c'est vrai, c'est ça, parce que à chaque fois le gérant s'en défend, et on a envie de mettre toutes les pièces du puzzle. C'est ce qu'on va faire dans cette émission. Mettre toutes les pièces du puzzle, se poser, regarder. Et avec vous, avec Éric Tegner, je vous pose la question, que dit précisément la loi
il s'appuie, le gérant, sur la loi pour dire que tout ce qu'il fait est correct. On marque une pause et on revient tout de suite. Appelez nos standards d'Europe 1. Au 01 80 20 39 21, le numéro. Et non, c'est Eric Tegner. Alors, Gabriel Cluzel vient de nous dire sur Europe 1 que c'est un problème démographique, idéologique, économique. Eric Tegner, je vais vous demander ce que dit la loi, puisque le gérant, il se défend à chaque fois. Voilà. On a Camilla qui nous appelle de Paris, mais juste avant Eric Tegner, j'aimerais bien qu'on écoute cette vidéo promo, donc mise en ligne par le restaurant lui-même, et où effectivement il y a quelqu'un qui arrive et qui dit oh là là, mais pourquoi il y a une salle, c'est là qu'on découvre en fait qu'il y a une salle réservée 100% aux femmes. On écoute cette vidéo. Je viens, t'as dit, je suis venu pour manger. C'est quoi tes spécialités? Chez Seven Time, on fait plein de trucs. On fait des burgers, des plats, on fait même du tandoori, comme chez vous à Paname. T'as vu le truc, comme chez vous, le 129, Je quoi. m'en bats les couilles, le ref. Tu me racontes ta vie. Je m'en fous, moi, du mahal. Je veux manger. Oui, c'est quoi ça là-bas? Il y avait là les meufs dans la salle. Mais c'est normal, c'est la salle pour les femmes. Et moi, je m'assois où maintenant? Là-bas. Ah, c'est grand. Voilà donc la vidéo et qui a été après, c'est à partir de cette vidéo que le politique RN Jérôme Buisson a saisi effectivement, on va dire le public, le grand public, et pour attirer l'attention sur cette salle 100% réservée aux femmes. Que dit la loi, Eric Tegner, sur ça? Alors c'est très simple, Christine, c'est parfaitement légal ce que fait cet homme. Il faut comprendre que la laïcité, elle s'applique aujourd'hui à l'État, mais elle ne s'applique absolument pas à la liberté de commerce. On arrête l'émission là, on arrête tout là. Ah mais non, mais c'est-à-dire que ça va faire des petits, il y en aura d'autres, ça va monter. Vous savez, c'est un business, je vais vous le montrer tout à l'heure avec les chiffres, qui fonctionne à plein tube. Donc il y a une liberté commerciale aujourd'hui et la laïcité ne s'impose pas dans l'espace commercial. On a vu comment Decathlon déjà faisait la promotion de façon très intensive du burkini. C'est totalement autorisé parce qu'il y a un marché, il y a un business et donc c'est légal. Donc on se retrouve effectivement avec certaines personnes qui vont en profiter d'imposer ça. Premier point. Deuxième point, faire un fast-food aujourd'hui, c'est assez facile, plus facile qu'un restaurant. Il y a des obligations de formation à l'hygiène, sanitaire, etc. Mais le halal n'est pas régi par la loi. Le halal aujourd'hui, c'est une certification qui est donnée d'abord par des autorités religieuses. On pense à la Grande Mosquée de Paris. Ils ne sont même pas obligés d'ailleurs d'avoir une certification. Mais juste pour que ça fonctionne mieux auprès de leur clientèle, ils ont besoin de mettre cette certification qui, encore une fois, va apporter de l'argent à la Grande Mosquée de Paris, va apporter de l'argent à tout un certain nombre d'imams, de mosquées, etc. C'est-à-dire qu'on finance, lorsqu'on achète du halal, on finance une partie aussi aujourd'hui de l'islam de France. Donc ça, c'est le point qui est important de souligner. Ensuite, vous parliez du Palestine Cola. Ben, vous savez, il faut savoir que le Coca-Cola était boycotté par un certain nombre de musulmans et de personnes pro-Palestine, tout comme McDonald's. Et c'est là où on fait la recoupe. McDonald's qui avait été boycotté, parce que McDonald's, contrairement à Quick par exemple, a choisi de ne pas mettre aujourd'hui du halal. On sait qu'il y a une pression, et c'est là où j'en viens sur l'aspect du business. Il y a une pression aux Five Guys qui était montrée comme l'exemple même d'une entreprise qui refusait de mettre du halal, a fini dans certains restaurants en France par interdire la vente d'alcool dans ces restaurants et par mettre progressivement du halal. Il faut comprendre aujourd'hui, Christine, et d'ailleurs le dernier point, c'est que cette salle réservée aux femmes, ça fonctionne parce que l'autre salle n'est pas interdite aux femmes. Vous voyez, c'est ça la notion. Et évidemment, les femmes vont plutôt aller dans l'autre. C'est une logique de pression sociale. On dira, qu'est-ce que tu fais là? Il y a une salle à côté qui est réservée pour toi. Mais il faut comprendre aujourd'hui, Christine, que le marché du halal, c'est près de 10 millions de consommateurs réguliers par an. C'est immense, dont 3 millions, selon les enquêtes, ne sont pas d'ailleurs des musulmans. C'est un business, le halal en France, qui représente plus de 7 milliards d'euros, qui est en progression par rapport à il y a quelques années où c'était 5 milliards d'euros. Ça se diffuse partout. On a des fast-food comme Otakos, qui a plus de 360 magasins en France, à Bruxelles, aux Pays-Bas, qui est 100% halal. On a Chamastakos, on en a énormément dans ce genre. On a Quick, évidemment. Quick, qu'il faut comprendre, était depuis jusqu'à 2021 en baisse et qui a réussi à chaque fois qu'il transforme un de ses magasins 100% halal à doubler le chiffre d'affaires. Il a doublé le chiffre d'affaires. Donc, vous voyez, de toute façon, la liberté commerciale, elle prime. Il y a une population pour ça. Et de toute façon, l'islamisation de ces mœurs, elle va même, non seulement elle concerne quasiment 100% des musulmans aujourd'hui en France, mais elle va même au-delà aujourd'hui. C'est la laïcisation de la société. Je vous donne la parole à Gabriel Cluzel. Donc tout est autorisé, c'est-à-dire la salle de prière, elle est autorisée, la salle 100% femmes, elle est autorisée, l'absence de vente d'alcool est autorisée, vente du halal, c'est autorisé, mais si on met tout ensemble, est-ce qu'on peut
est-ce qu'on peut oser se poser la question, ou bien est-ce que c'est islamophobe, j'en sais rien, de se poser la question, de se dire que est-ce que on va vers la charia? C'est une question que je pose aux auditeurs d'Europe 1. Appelez-nous au standard au 01 80 20 39 21. Gabrielle Cluzel, ensuite je prends Camille. Ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a aussi une halalisation passive de la société. C'est-à-dire qu'il y a des abattoirs qui abattent selon ce mode d'abattage, mais qui ensuite écoulent dans le public ordinaire, si j'ose dire, des gens qui ne souhaitent pas spécialement consommer halal, mais qui écoulent. Voilà, nous sommes les Monsieur Jourdain du halal, parce que et la loi n'oblige pas à dire comment je non. Donc nous retrouvons avec cette situation. Alors c'est pas complètement neutre, parce qu'en fait le halal, il y a une certification, donc il y a des gens. Il faut à chaque fois demander au restaurateur si c'est halal ou pas. Mais le sait-il lui-même quand il s'est procuré sa viande? C'est un vrai sujet. Il n'y a pas, de label. On parle de label, ce sera un label intéressant. Il y a un label quand c'est halal, il n'y a pas un label quand ce n'est pas halal. Donc potentiellement, les consommateurs consomment du halal. Alors on va leur dire, ah oui, mais vous voyez pas la différence. Néanmoins, ils ont le droit de savoir, d'autant plus que cette certification induit des flux financiers. On n'a pas forcément envie de financer la mosquée de Paris, par exemple. Il faut juste qu'ils mettent effectivement si la viande est en provenance française. J'aime bien parce que même avec une étiquette marquée viande provenance française, on a de la viande qui ne vient pas forcément de France. Déjà dans ce registre-là, il faut savoir que les labels sont pas on continue toujours très fiables. Appelez-nous au standard d'Europe 1 pour savoir si pour vous, est-ce que c'est l'application en douce de la charia, ou bien est-ce que c'est acceptable, inacceptable en France? Camilla, vous nous avez appelé au 01 80 20 39 21, vous nous appelez de Paris. Quel regard portez-vous sur cette situation et ce fast-food avec cette salle 100% réservée aux femmes? Eh bien, mes chers, cette équipe que j'aime profondément, je vous adore tous les trois, sachez que c'est pas la première incursion de toute cette question de la charia en France. Vous dites, est-ce que c'est la première? Non, c'est pas la première. On a eu les piscines, on a eu les RER, soi-disant pour protéger les femmes. Maintenant, on a les restaurants. C'est-à-dire que dans l'espace public, la charia veut s'implanter de façon rhizomatique dans partout, si je peux me permettre la plaisanterie, par tous les pores de notre société. C'est insupportable. La charia fait des femmes des mineurs à vie. Nous sommes dans l'espace public. La charia, ça veut dire les femmes sont des mineurs à vie. Personnellement, les femmes sont je me suis battue toute ma vie pour le droit des femmes. Et quand elles portent le voile, il faut savoir qu'elles font allégeance à la charia, qui est une loi qui fait des femmes des mineurs à vie. C'est-à-dire que toute leur vie, elles doivent en référer à leur père, à leur oncle ou à leur frère pour se déplacer, pour prendre des décisions, etc. Les mineurs à vie, ça veut dire que si vous lisez le Coran et les hadiths, eh bien vous vous apercevez que pour un témoin, une femme vaut la moitié de la parole d'un homme. Mais en plus, on a déjà discuté. Totalement incompatible. Oui, on a déjà discuté aussi avec des apostats qui disent clairement que, parfois certains ont quitté l'islam parce que justement, il était fortement conseillé, de dégrader la femme, de ne pas reconnaître la femme en tant que telle, etc. Absolument. Et je voudrais rebondir juste sur ce qu'on dit. Vraiment, j'adore Eric et Gabriel aussi. Ils ont toujours des lumières très, très éclairantes, justement. Oui. Le halal, il faut savoir que vous voyez, on va parler des paysans tout à l'heure, entre parenthèses, je soutiens les paysans. Et vraiment, vous voyez, on nous donne des normes d'hygiène absolument incroyables. Moi, les restaurants halal qui sont à côté de chez moi à Paris, ils viennent avec de la viande qui n'est pas du tout protégée. Elle est comme ça, sans aucune protection, sans tissu, pour la protéger des pots d'échappement, etc. On dit rien. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de normes à respecter pour la viande. Ne quittez pas, j'entends bien ce que vous dites. Éric Tegner veut réagir. Camilla, qui nous appelle de Paris. Éric Tegner réagit. Camilla a parfaitement raison sur ce point-là. D'ailleurs, il y a certains maires comme Robert Ménard à Béziers qui ont profité de ces questions d'hygiène pour faire fermer parfois des kebabs. Donc il y a une possibilité. Et le deuxième point qu'on ne met pas assez en avant, c'est le fait qu'une grande partie, en tout cas une partie importante des kebabs aujourd'hui en France servent au blanchiment
d'argent. On a vu comment, pendant le Covid, certains petits commerces sont tombés. Ils ont été rachetés soit par des barbershops, soit par des kebabs qui sont installés. Et qui, évidemment, étant donné qu'il y a beaucoup de cash, ça permet, donc vous voyez, c'est beaucoup d'économies parallèles. On a l'impression qu'il y a l'instauration quand même également d'une contre-société qui, quand même, rapporte énormément d'argent. Ce que dit Camilla est très intéressant, parce qu'elle dit qu'effectivement, on va parler des agriculteurs tout à l'heure, ils croulent sous les normes, il faut respecter ceci, il faut respecter cela. On leur met le halal, on leur met la nourriture Amérique latine et la nôtre, c'est fini. Voilà, donc il y a quand même un gros problème, ne serait-ce à chaque fois qu'on prend un petit bout de la lorgnette, il y a quand même de gros problèmes à soulever. Restez en ligne, Camilla. Non, mais je voulais faire le lien avec un sujet que nous avions abordé sur ce plateau il y a quelques jours, celui des bistrots. Des bistrots qui font partie de la culture française intégrante. Ils se font remplacer petit à petit, et là maintenant ça commence à vraiment s'accélérer par des kebabs justement, ou des tacos, mais il y a énormément de kebabs. Moi je serais intéressée de savoir très bien, il y a une salle pour les femmes, c'est autorisé. Et on n'a rien contre les kebabs, je veux dire, mais effectivement, il ne faut pas remplacer, il ne faut pas éteindre les bistrots. Quand ça remplace la petite crêperie bretonne au bistrot. On a le droit de le constater. Et puis, je m'interroge, est-ce que toutes les femmes sont admises dans cette salle? Est-ce que si on vient non voilé, en mini-jupe, donc ça serait intéressant de poser la question aux restaurateurs. Effectivement, de savoir voilà. Mais c'est intéressant aussi que disait Éric Tegner sur le fait que petit à petit, voilà, il y a une salle mixte, il y a une salle réservée aux femmes. Donc petit à petit, si la femme va dans la salle mixte, qu'est-ce qui va se passer après, petit à petit, au bout du bout? On va te dire, mais attends, mais il y a une salle réservée aux femmes, pourquoi est-ce que vous n'allez pas là-bas? Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut se baser sur des textes de loi en France, d'accord? Mais nous ne sommes pas armés sur le plan législatif pour lutter contre ça. On n'est pas armés, mais on a la laïcité. Pourquoi est-ce que la laïcité se tombe contre nous? est inopérante. La laïcité a été créée pour le christianisme. C'est une tunique, une camisole de force qui n'arrive pas. Donc on a une laïcité qui empêche de mettre des crèches comme à Beaucaire, et la laïcité elle permet d'avoir à la fois une petite charia qui s'installe tranquillement, si on se pose la question quand même, mais qui s'installe tranquillement avec tout ça, des petits points qui sont respectés par la loi. Camilla, restez en ligne avec nous. Oui, mais parce que, Christine, ça concerne des millions de gens. Vous savez, on a toujours besoin de dire oui, mais ceux qui ont une pratique de l'islam un peu rigoriste, c'est vraiment quelques centaines de personnes, pas d'amalgame, ça concerne très peu de gens, etc. C'est un marché, ce sont des millions de gens. Donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'ils sont tous rigoristes, etc. Je suis en train de dire que ça ne les dérange pas, parce que sinon, il devrait perdre sa clientèle, ce monsieur, si ça dérangeait toute cette société qui est soi-disant majoritairement modérée. S'il y a des clients, on ne peut même pas... Ben non, ils vont en gagner des clients. Et vous savez, ils sont très malins, parce qu'ils se sont rappelés de la polémique de Sevran. Je comprends aussi, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Ça cartonne. Voilà. Mais ça C'est-à-dire que si tous mes clients veulent du halal, vous voyez, donc c'est un serpent qui se mord la queue. Et ceux qui veulent pas du halal, de toute façon, ils sont soumis. C'est ça l'énorme problème. Attendez, ceux qui veulent pas du halal, ils ne savent même pas qu'ils mangent halal. Et en plus, il faut qu'ils lèvent le doigt pour dire attention, est-ce que c'est du halal ou pas? Attendez, on marque une pause. Sevran, vous rappelez qu'ils interdisaient des bars aux femmes avant. Ils sont islamophobes. Attention. Alors attention, on marque une pause. Camilla, restez avec nous. Pascal, je sais que vous êtes là.